Bonjour, ben voilà, c'est le dernier jour avant les vacances. Je voulais m'adresser une dernière fois aux élèves de HLP et plus particulièrement à Camille, que je remercie vraiment du fond du cœur parce que grâce à elle, j'ai eu envie de finir ce programme tout simplement. Parce que voilà, elle m'a toujours rendu ce travail. Donc merci Camille. Les autres, il faudrait vraiment que vous vous mettiez à niveau parce que si vous choisissez de présenter au grand oral un dossier de HLP, il faudra que vous soyez à même de pouvoir répondre à des questions du genre que celles que nous avons soulevées cette année pendant la première. Alors, euh, le dossier qui mettait en question l'exploitation animale avait l'objectif de se pencher sur le problème contemporain de l'élevage par le biais des textes qui portent sur l'élevage des vaches et ensuite sur l'élevage des porcs. La première double page confronte un extrait de roman qui se plonge par la fiction dans les paradoxes de la relation homme-animal dans l'élevage et un article qui propose un témoignage réel sur le même sujet. Cette double page a le mérite de montrer la complexité du problème sans caricaturer l'éleveur, mais tout en relevant les problèmes éthiques, donc les problèmes relatifs à la morale liés à l'exploitation animale. Ensuite, les deux extraits choisis pour la deuxième double page proposaient une image plus négative, littéraire, de l'élevage porcin. Ces deux textes s'interrogeaient davantage sur le ressenti immédiat des animaux et sur leur douleur. Alors moi, je vais faire que la correction du texte de Le Caplin, puisque Camille avait choisi ce texte. Donc ça s'intitulait « Le bonheur est dans le pré ». Et Le Caplin a publié cet article dans le journal Libération le 24 décembre 2018. Pour ceux qui ne l'ont pas sous les yeux, je vais rapidement le relire. Camille, vous le connaissez, donc là, vous pouvez zapper peut-être une minute. Donc, dans leur ferme, Églantine Touchet et Stéphane Gallet veillent à ce que leurs bêtes aient de bonnes conditions de vie, moyennant une participation mesurée aux activités agricoles. Après le boulot, elles adorent se reposer sur l'herbe entre collègues. Kenny, 21 ans, et Amélia, 8 ans, bossent toutes les deux à la ferme du Guyot. Pas une mauvaise place. Elles ont un contrat de 3 heures par semaine, qui peut monter à 5, voire 10 heures. Tout le reste en RTT. Elles n'ont pas le droit au ticket repas, mais la cantine est vraiment pas mal. Bonne herbe l'été et fourrage l'hiver. Le labeur en lui-même consiste à transporter du foin ou du fumier, à tirer entre les plants de salade et de poireaux une bineuse, une buteuse ou une petite charrue. Les deux juments de trait breton partagent leur espace de travail, un open space de 20 hectares entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, avec une quinzaine de pieds noirs. Ces petites vaches rustiques noires et blanches doivent turbiner une dizaine de minutes par jour à l'heure de la traite. Et elles portent un veau par an. Pas de week-end, ni de vacances, mais beaucoup de temps libre. Hors de la collecte du lait, elles paissent à l'air libre entre copines. Avec leurs animaux, les deux quadras bretons n'ont pas exactement un rapport de patron à employer. Il n'y a pas eux d'un côté et nous de l'autre, pose Stéphane, qui parle de coexistence. Selon son idée, vaches, chevaux et humains ont chacun leur rôle à jouer pour que l'équilibre de la ferme fonctionne. Si les bêtes travaillent, c'est en échange d'une attention des paysans à leur bientraitance et leurs conditions de vie, des termes que Stéphane préfère à bien-être. Je ne leur demande pas plus que leurs capacités psychologiques et physiques le permettent, note le paysan. L'animal, ce qu'il veut, c'est ne pas stresser, explique le paysan en caressant le chanfrein de Mickaël, le bœuf du troupeau. C'est super chiant, la vie d'un cheval ou d'une vache. Et c'est ce qu'ils aiment, passer leur temps à paître en paix. C'est la garantie qu'il offre à ses quadrupèdes. Une vie bonne, tout en restant tout de même dans le cadre d'un élevage, en paiement des services rendus. On essaie de trouver des conditions qui correspondent aux motivations de l'espèce. Un groupe stable, une diversité alimentaire, une nourriture riche en fibres, une liberté de mouvement, de la sécurité, détaille Stéphane.
Alors, vous aviez 2 questions de littérature et je me permettrai aussi de travailler un petit peu sur les questions de philosophie qui étaient assez intéressantes. Alors, dans la première question de littérature, vous demandez de vous intéresser au premier paragraphe, puisque le journaliste Le Caplin fait un choix d'écriture qui peut paraître surprenant. En effet, le pronom personnel « elle », sans identité précise au début du paragraphe, l'utilisation de prénoms, Kenny, Amelia, le vocabulaire du milieu professionnel, collègue, boss, contrat, RTT, open space, permettent de personnifier les animaux. Ceux-ci ne révèlent leur véritable nature qu'à la ligne 10, il est question des 2 juments de trait. L'article donne d'abord l'impression d'un reportage local sur le quotidien professionnel d'êtres humains. Il joue ainsi avec des codes journalistiques bien connus. Ce choix peut sembler judicieux puisqu'il permet de montrer la réalité du travail des bêtes tout en attirant l'attention par son originalité. Ensuite, en deuxième question, que savez-vous du monde agricole et de ses pratiques? Sur quel point les agriculteurs présentés ici vous semble-t-il proposer une autre façon d'envisager le métier qu'ils exercent? Alors, comme le disait Camille, c'est vrai que de nos jours, on voit beaucoup de reportages sur la maltraitance animale les images sont parfois extrêmement choquantes. Il est probable que vous considériez donc cette manière qu'ont Églantine Touchet et Stéphane Gallet d'élever leurs bêtes soit considérée comme novatrice. Ils proposent d'envisager leur métier en lien avec le besoin des animaux. Ils pensent au bien-être des animaux au sein du travail comme un happiness manager, comme on dit, celui qui s'occupe du bonheur, un employé qui s'occupe du bien-être des employés. Alors ensuite, les questions de philosophie recoupaient un petit peu les questions de littérature, c'est pour ça que je vais m'y intéresser. À quoi perçoit-on que l'auteur de l'article prétend prendre le point de vue des animaux? Vous paraît-il parvenir à restituer leur vision des choses? Alors, comme on l'a dit, le journaliste décrit les conditions de travail des juments et des vaches en adoptant le style qu'utiliseraient les employés d'une entreprise pour parler des leurs. C'est comme s'il se contentait de restituer les réponses que les animaux, interviewés par lui, auraient données à ces questions. Il crée ainsi une atmosphère ludique, un peu drôle, un peu joueuse, et donne l'impression d'exposer la vision que les juments et les vaches elles-mêmes ont de leur situation. Ensuite, la deuxième question de philosophie, qu'est-ce qui dans cet article trahit une volonté de se conformer aux attentes des lecteurs? Comment caractériseriez-vous ces attentes? Alors, on a une multiplication de tournures mélioratives, utilisées soit pour vanter la manière dont les juments et les vaches sont traitées, soit pour compenser les indications relatives à l'exploitation dont elles font l'objet. Tout cela montre que le journaliste cherche à faire admettre l'idée que l'exploitation animale est compatible avec le respect des animaux. Il met également en valeur, en citant le paysan, les principes sur lesquels l'exploitation repose. Cette approche optimiste répond probablement aux attentes des lecteurs d'un journal comme Libération. C'est un journal de gauche plutôt, donc plutôt favorable à l'écologie. Ces lecteurs sont plutôt intéressés par la question animale qui peut leur paraître à la fois urgente, culpabilisante et insoluble. Enfin, dernière question de philo. L'auteur de cet article vous paraît-il respecter le principe de neutralité propre aux journalistes? Alors évidemment non. Tous ces procédés, un petit peu notamment le procédé de toutes les caractéristiques mélioratives et la personnification des animaux montrent que le journaliste entretient avec le lecteur un rapport de séduction. Il ne respecte pas le principe de neutralité, qu'il voudrait qu'il s'abstienne de prendre parti et qu'il rende simplement compte de la situation telle qu'elle est. Or, il utilise, comme on l'a dit, beaucoup de tournures mélioratives. Voilà pour la correction de ce texte que Camille avait donc choisi et elle avait justifié effectivement son choix. Je voudrais terminer maintenant sur une synthèse sur l'homme et l'animal, de la domestication à la domination. Alors, effectivement, dans un premier temps, on peut voir que l'homme et l'animal
ont un rapport assez ambigu, puisqu'on est entre la vénération et la domestication. On a tout d'abord un rapport spirituel à l'animal. Les animaux, même s'ils ne vivent pas encore en société avec les hommes, sont déjà présents dans les premières peintures rupestres, donc les peintures qu'il y a dans les galeries, dans les... ça y est, le mot m'échappe. Vous savez, les grottes, voilà, les grottes préhistoriques. Donc environ il y a 40 000 ans avant Jésus-Christ. Les premières sociétés semblent considérer même qu'une force vitale anime tous les êtres. Les sociétés dites animistes, celles qui considèrent qu'il y a une âme dans tous les êtres vivants. Certains animaux sont vénérés encore de nos jours. Au temple de Karnimata, au Rajasthan, on honore les rats. À Harar, en Éthiopie, c'est un devoir religieux de nourrir les hyènes au crépuscule. Néanmoins, le rapport utilitaire à l'animal va être beaucoup plus récent. En dehors du chien, qui est domestiqué depuis 20 à 40 000 ans, les animaux n'ont partagé la vie des hommes que depuis le néolithique, c'est-à-dire il y a environ 10 000 ans. Alors que l'homme passait une partie de son activité à chasser et à cueillir, on a de plus en plus une civilisation sédentaire d'agriculteurs et d'éleveurs. De nombreuses espèces animales ont alors été domestiquées pour produire du lait, de la viande, du cuir ou bien pour le transport. Depuis l'industrialisation du 19e siècle, et plus encore depuis les années 1950, l'animal devient un objet de marchandise et l'élevage est de plus en plus intensif. La ferme familiale polyvalente laisse place à des filières spécialisées, œufs, lait, viande bovine, viande porcine, etc., qui développent l'élevage hors sol, c'est-à-dire que les animaux n'ont plus accès aux champs, tout simplement. Ils sont perpétuellement enfermés dans des hangars. Je pense que vous avez tous entendu parler de la ferme des 1000 vaches, où effectivement les vaches 1000 vaches sont enfermées les unes sur les autres et extrêmement nourries pour qu'elles grossissent plus rapidement et être plus rapidement donc rentables au niveau de l'achat et de la vente de leur viande. Ensuite, un deuxième point qu'on peut voir, c'est que l'animal est une figure littéraire face à la cruauté humaine. L'animal est en effet un miroir de l'homme. C'est quelque chose qu'on a vu par exemple dans les fables de La Fontaine. Dans la littérature occidentale, les animaux sont utilisés comme manière détournée de parler des hommes. Ces fables, qui sont des genres d'apologues, sont d'abord pratiquées par le grec Ésope, donc bien avant Jésus-Christ, puis ensuite par le fabuliste latin Phèdre, qui mettent en scène tous les deux des animaux symbolisant des types humains. Certains romans, en incluant hommes et animaux dans la même histoire, forcent naturellement l'analogie, c'est-à-dire le rapport de ressemblance. Et permettent de réfléchir sur le caractère animal de l'être humain lui-même, comme dans Le Lion de Joseph Kessel par exemple. En proposant des personnages d'animaux, la littérature propose ainsi des parallèles entre animalité et humanité. L'animal peut être et aussi considéré comme un point de vue sur l'homme. Par exemple, c'est ce qu'on avait dans la chanson La Corrida de Cabrel. La littérature peut décentrer le point de vue anthropocentriste, c'est-à-dire centré sur l'homme, et tenter de donner une voix aux animaux eux-mêmes, d'imaginer leur intériorité par l'intermédiaire d'une transformation, comme par exemple dans les Métamorphoses d'Apulée, où un homme est transformé en âne et vit toute une série d'aventures. Ça peut être aussi un être hybride, comme La peau de l'ours de Joyce Orman, ou imaginaire, comme dans Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Ça peut être encore une narration volontairement animiste. Je vous rappelle l'animisme qui considère que tout être vivant possède une âme et peut donc souffrir. Ce décentrage permet à l'homme de prendre de la distance et par un effet de miroir de réfléchir à sa propre humanité. De plus en plus, il y a un débat éthique de l'homme face à l'animal, et c'est donc le troisième point de cette synthèse. Cette remise en question, elle est assez ancienne, puisque dans l'Antiquité grecque, la relation entre humain et Dieu s'effectue à travers le rite du sacrifice animal. Donc il y a bien l'animal qui serait le lien entre Dieu et les hommes. La religion orphique et la philosophie pythagoricienne interdisent à l'être humain de maltraiter les animaux. D'abord, l'être humain doit éviter toute violence,
afin de se purifier et d'échapper alors au cycle des réincarnations. Ensuite, l'idée même de réincarnation attribue à tous les animaux, parmi lesquels l'être humain, donc il leur accorde une nature commune. L'intérêt de la philosophie contemporaine pour la question animale passe par une critique de l'attitude de philosophes antérieurs. Dans, par exemple, Le silence des bêtes, Élisabeth de Fontenay étudie les positions des philosophes sur les animaux. Et puis, progressivement, on va voir quand même un certain nombre d'évolutions modernes, contemporaines. Les animaux sont aujourd'hui au cœur de débats éthiques, c'est-à-dire de dimension morale, et juridique. Dès le XIXe siècle, des revendications apparaissent en Europe pour lutter contre la maltraitance. En Angleterre, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals est fondée en 1824 et fait suite à la loi Martin's Act contre la maltraitance animale. En France, la SPA, Société protectrice des animaux, est créée en 1845. En 1850, la loi Gramont punit les actes de violence envers les animaux domestiques. Des considérations philosophiques, anthropologiques et zoologiques amènent des militants à revendiquer la liberté même des animaux, afin qu'ils ne soient plus soumis ni domestiqués par l'homme. Il s'agit non plus de devoirs humains, mais de droits qui reviendraient directement aux animaux. Depuis 2015, dans le Code civil français, le statut de l'animal a changé. Il n'est plus un bien meuble, c'est-à-dire une chose, mais, je cite, un être vivant doué de sensibilité. Donc on voit bien comment les choses évoluent. Il y a plein de films à voir, à revoir concernant le rapport entre l'homme et l'animal. Alors vous pouvez penser par exemple à un film, je ne l'ai plus là sous les yeux, Le Caravage, où il est question de le dressage de plusieurs chevaux. Vous pouvez penser donc au Lion de Joseph Kessel, vous pouvez penser à L'Appel de la forêt de Jack London, vous pouvez penser aussi à des choses plus contemporaines entre guillemets, par exemple le dessin animé Princesse Mononoke de Miyazaki, paru en 1997 et qui raconte comment un jeune chef de clan gravement blessé en quête de guérison rencontre une jeune fille sauvage élevée par des loups. Vous pouvez penser aussi à un film comme L'Ours de Jean-Jacques Hano en 1988 par exemple. Vous pouvez penser encore à Petit Paysan, un film qui a été au cinéma en 2017, qui raconte l'histoire d'un éleveur qui est confronté à une grave crise sanitaire. Voilà, donc plein d'idées sur cette relation entre l'homme et l'animal. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances, vous remercier de l'attention que vous avez pu porter à ce cours, même si évidemment je regrette que si peu d'élèves continuent la HLP l'année prochaine. Pour ceux qui m'ont rendu du travail et qui continuent la HLP, je transmettrai les travaux que vous m'avez envoyés via, alors je ne sais plus si c'est Madame Méliani, je crois que c'est Madame Méliani ou Madame Garnier, je ne sais plus. Madame Méliani ou Madame Garnier qui prend la HLP en terminale. Et donc je leur transmettrai leurs travaux pour que les élèves qui continuent la HLP puissent avoir accès aux remarques que j'ai pu faire sur leur copie. Voilà, je vous remercie de votre attention et donc à nouveau je vous souhaite d'excellentes vacances. Au revoir.